Bonjour aux gens qui se lèvent le samedi matin suffisamment tôt pour venir à cette journée d'études sur François de Paul de Fossat, celui que nous appelons nous aux archives François de Paul de Fossat. Donc la journée est organisée dans le cadre des manifestations du 240e anniversaire de la naissance de François de Paul de Fossat, qui est connu pour être un compositeur très, très fin de guitare. Nous entendrons cet après-midi un concert, et cette découverte est due en bonne part à M. Matania Ophé, qui nous fait le plaisir vraiment et l'honneur de venir ici aujourd'hui assister à cette journée. Les manifestations ont été organisées à l'initiative des amitiés André Malraux, dont M. Coureux, ici est le président, et il nous fait également l'amitié et l'honneur de venir également. Donc nous, archives, évidemment, nous conservons ici aux archives départementales des Pyrénées-Orientales le fonds de lettres que, dans le fonds d'archives de la famille Fossat, les lettres que François de Paul de Fossat a écrites à sa sœur Thérèse au moment de la Révolution et après, pendant une bonne trentaine d'années. Et donc à partir de ça, évidemment, nous avons participé à ces manifestations en organisant l'exposition qui est en bas, que vous avez pu voir ou que vous pourrez voir, et qui a cette exposition, la loi Magali Rio, qui est ici, à côté. Donc la journée elle-même comprend deux parties. Une partie ce matin donc avec des interventions pour dire le contexte de la vie de François de Fossat, le contexte historique de cette existence. Ça c'est Nicolas Marty, qui est professeur à l'université de Perpignan, qui s'en est chargé. Et puis cet après-midi, nous aurons des interventions plus artistiques, donc des lectures théâtralisées de ces lettres, d'une partie des lettres, et donc un concert de guitare. Donc je passe peut-être la parole tout de suite à Nicolas Marty. Bien, je voulais d'abord remercier vivement les archives départementales et le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de nous accueillir ici et puis d'avoir œuvré très largement à la réalisation de cette journée. Je suis heureux pour ce partenariat avec l'Université de Perpignan qui assure un petit peu la demi-journée ce matin, qui est peut-être une demi-journée académique par rapport à la demi-journée de cet après-midi qui est effectivement qui a été très très bellement évoquée comme étant à l'écoute cet après-midi puis à la découverte ce matin. C'était une belle présentation. Je ne vais pas tenir le micro très longtemps, je remercie aussi bien sûr les collègues qui ont accepté de venir, parfois de très loin, et aussi bien sûr M. Coureux qui a été une sorte de cheville ouvrière dans ces journées. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de travailler sur une trajectoire individuelle pour comprendre une certaine forme d'histoire, en fait. C'est-à-dire que le biais de la biographie et de l'éclairage biographique permet de soulever un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux fondamentaux en fait, pour l'histoire et pour l'histoire sociale, pour l'histoire de la musique, pour l'histoire culturelle. Et tout ça, ça me paraît être quelque chose de très intéressant et qui intéresse aussi notre travail d'historien, je pense, puisque nous travaillons beaucoup en ce moment sur les acteurs dans l'histoire, leur place dans la société, les rapports étroits qui peuvent exister entre les acteurs, les sociétés, les questions diverses que la trajectoire de François de Fossat permet de soulever en réalité. Les enjeux, d'abord, il y a les enjeux autour de la formation, du milieu dans lequel est né François de Fossat. J'utilise plutôt François de Fossat plutôt que François de Paul de Fossat, parce que c'est... Mais bon, vous comprenez qu'on évoque ce personnage en particulier. Ce milieu des catégories dirigeantes du Roussillon, qui est un milieu intéressant, complexe, et que Gilbert Larguier va pouvoir nous évoquer par sa connaissance très fine du XVIIIe siècle, de la France méridionale et aussi de l'Espagne et du Roussillon en particulier. Donc je le remercie vivement pour avoir accepté d'intervenir sur cette question. Les enjeux également autour de la mobilité, puisque c'est un personnage qui a beaucoup bougé, partant du Roussillon, émigrant pendant la Révolution pour l'Espagne, puis pour le Mexique, puis revenant en Espagne, puis en France, à Paris, etc. Donc c'est un personnage qui bouge beaucoup. Et on est devant quelqu'un là qui, effectivement,
nous bouleverse un peu nos visions de ce que sont les hommes du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Est-ce que la mobilité est si extraordinaire que ça? Je pense pas, en réalité. Mais c'est un enjeu également très important parce qu'autour de cette mobilité, il y a bien sûr tous les enjeux qui sont ceux des échanges, des transferts culturels, des contacts que ce personnage a pu avoir ici ou là, et de ce qu'il en ressent ensuite, bien sûr, dans son travail, dans son œuvre. Donc ça, c'est un élément qui est très important, toute cette question des transferts culturels, de tout le bagage qu'il a pu obtenir en se mobilisant et en se déplaçant ainsi. Ça, ce sont des éléments qui sont très intéressants pour les historiens, puis pour tous ceux qui travaillent sur ces questions. Il y a également, bien sûr, un enjeu autour de la création artistique, puisque là, on est sur un personnage qui, a priori, n'était pas forcément, disons, dans une trajectoire qui l'amenait vers la création artistique. Quelqu'un qui participe d'une famille de l'élite, qui est un militaire, donc c'est pas forcément l'image première qu'on se fait d'un artiste et de quelqu'un qui fait de la création, notamment dans ces milieux artistiques musicaux qui sont quand même très particuliers. On n'est pas là dans le cadre de métiers qui ont été très fortement structurés, surtout après la Révolution. Donc on est là dans un monde qui est très particulier du début du XIXe siècle, qui est aussi très intéressant, avec des enjeux d'où vient cette création musicale, d'où viennent ses influences, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté, quelles sont les caractéristiques techniques, etc. des guitares. Et là, évidemment, Matania Offet et Bruno Marla vont nous éclairer particulièrement sur ces questions, qui sont des questions fondamentales pour qu'on puisse bien situer l'importance du personnage dans l'histoire de la musique. Et il en a vraiment une dans l'histoire de la guitare et l'histoire de la musique en général. Enfin, il y a un vrai enjeu documentaire, puisque cette famille de Fossa a laissé des archives extraordinaires, d'une part, et Magali Rieu, qui est là, avec certains collègues des archives départementales, ont beaucoup travaillé sur cette question et ont réalisé donc cette magnifique exposition, dont on doit les féliciter vivement, et le catalogue, qui est plus qu'un catalogue, par ailleurs. Donc, bien sûr, il y a tout cet aspect documentaire qui est très intéressant. Il y a aussi l'aspect documentaire de la musique, de la musicologie, de retrouver les partitions, de comprendre d'où elles viennent, par qui elles ont été faites, etc. Tous ces éléments-là sont un autre enjeu que les musicologues, bien sûr, travaillent particulièrement, qui est celui de l'édition de textes et des partitions musicales, etc., qui sont très, très, très intéressantes et très utiles, je pense, pour tout le monde. Dans l'enjeu de la création, je reviens légèrement dessus, il nous a paru aussi très intéressant d'inviter Madame Hirle, qui est donc écrivain et qui a fait un roman sur François de Fossa à partir de ce personnage. Donc ça nous a paru très intéressant aussi qu'elle évoque sa démarche de présentation de ce travail, pourquoi utiliser ce personnage, dans quelles circonstances, etc. Enfin, voilà, nous aurons aussi cet éclairage qui montre que François de Fossa inspire encore aujourd'hui et effectivement ouvre des perspectives à des écrivains, à des artistes. Alors je dois vous dire que nous devons excuser Annick Foucrier, qui était souffrante et qui n'a pas pu venir ce matin, ce qui nous laisse un peu de liberté de présentation, puisque d'une part Gilbert Larguier, qui a une culture exceptionnelle, va pouvoir quand même nous parler un peu des liens entre la France et les Amériques à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Donc je lui ai demandé donc de s'organiser très rapidement pour qu'il puisse nous dire quelques mots là-dessus, donc je le remercie encore. Et puis ça donnera l'occasion à nos intervenants de ce matin de pouvoir s'étendre un petit peu plus. Et de toute façon, ils avaient tous beaucoup de choses à nous dire, donc l'absence d'Annick Foucrier, qui est vraiment très dommageable, nous permettra quand même d'être un peu plus à l'aise ce matin. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est... nous avons commencé en retard, bien sûr, mais donc je vais laisser la parole à Gilbert Larguier. Nous avons ensuite l'intervention de Magali Rieu, puis nous ferons une pause
font une pause. Et ensuite, nous aurons les interventions de Bruno Marla, de Matania Ofi et de Madame Irle. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion de nous retrouver cet après-midi avec toutes les activités dites à l'écoute, la classe de guitare du conservatoire, la compagnie de théâtre chez soi et le concert autour de François Paul de Fossa grâce à Juan Francisco Ortiz, Pascal Goss, Marie-Camille Costesec Cazenove et Mélodie Gio.